Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, salut tout le monde. J'ai mis par écrit donc un plan en 5 étapes. C'est basé sur la façon que j'ai procédé pour arriver à l'indépendance financière. Je veux partager ça avec vous. Peut-être que ça peut s'appliquer à votre situation. Vous savez, il existe plusieurs formules, évidemment, plusieurs plans différents qu'on peut utiliser pour arriver à l'indépendance financière. Ça, c'est mon plan, c'est la façon que j'ai utilisée. Avec ça, je suis passé de 0 à 2 millions de dollars en valeur nette. J'ai pu quitter mon 9 à 5 pour être à mon compte. Et puis, c'est la base du contenu du podcast Indépendance financière et hypothèque. Maintenant, moi, je suis courtier hypothécaire, je fais des hypothèques, mais je veux aussi pas juste faire une hypothèque, je veux aider les gens à cheminer vers l'indépendance financière. Et puis, bon, une étape importante, vous allez le voir dans le plan en 5 étapes, c'est de devenir propriétaire, d'acheter sa première propriété. Je pense qu'il y a une façon optimale pour faire ça. Évidemment, il existe plusieurs façons là, d'atteindre l'indépendance financière, comme je disais. Ça, c'en est une. OK? C'est la mienne, c'est pour ça que je peux en parler, parce que ça a marché. OK? Puis il y a plusieurs caractéristiques à ce plan-là qui, je pense, sont intéressantes. Premièrement, vous allez voir que ça ressemble aux Baby Steps de Dave Ramsey. Puis les Baby Steps de Dave Ramsey, c'est un plan éprouvé qui a aidé des millions d'Américains. Donc là, moi, je connais bien cette formule-là parce que c'est la formule utilisée quand on va écouter Dave Ramsey sur son émission de radio et puis j'en parle souvent dans mon émission. Et puis, c'est évidemment ce plan-là, mais adapté à la façon dont j'ai procédé, adapté à peut-être quelqu'un qui n'a pas autant de difficultés avec les dettes parce que, bon, Dave Ramsey, évidemment, on oublie l'endettement pour notre consommation, que ce soit les dettes d'études, la dette pour la voiture, dette pour la carte de crédit. Donc, on oublie quasiment toutes les dettes sauf l'hypothèque. Puis ça rejoint la façon que j'ai utilisée moi, ça rejoint le plan que j'ai élaboré, que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça ressemble beaucoup au plan de Dave Ramsey, mais je l'ai adapté. Puis, moi, je l'ai fait en 5 étapes. C'est un plan qui se veut très conservateur, un peu comme celui de Dave Ramsey, mais qui va, je pense, plus loin. Donc, qui permet d'aller vraiment vers l'indépendance. Tu sais, pas juste accumuler le strict minimum pour la retraite, mais vraiment arriver à être confortable et à peut-être continuer à bâtir sa richesse au-delà de 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Donc, c'est ce que le plan en 5 étapes. Et ensuite, comme j'ai dit, c'est une formule que j'ai utilisée moi-même, qui a bien fonctionné. Aussi, c'est validé par la majorité des ouvrages sur les finances personnelles, voulant dire que ce plan-là que je propose aujourd'hui, c'est basé sur des principes intemporels. Que vous lisez L'homme le plus riche de Babylone, que vous lisez The Millionaire Next Door, vous allez retrouver ces principes-là dans beaucoup de livres, littérature. C'est un plan qui fonctionnait il y a très longtemps et qui va continuer de fonctionner dans le futur. OK, ça, j'en suis convaincu. C'est une autre caractéristique de ce plan-là. C'est un plan qui va capitaliser sur notre formation, notre capacité de produire de la valeur. La consommation puis notre train de vie, ça va passer en deuxième. En premier, on va générer du revenu, on va générer de la valeur pour produire du revenu. Et ensuite, oui, on va consommer, oui, évidemment, il faut subvenir à nos besoins, on a un strict minimum, puis éventuellement, ce plan-là nous permet d'augmenter notre train de vie, puis d'arriver à un niveau où est-ce qu'on est confortable, mais l'idée de ce plan-là, on va capitaliser sur nos talents
donc sur notre capacité à générer du revenu. Exemple, moi, j'ai passé 6 ans à étudier l'informatique, 3 ans au cégep, 3 ans à l'université. Puis après ça, j'ai commencé à travailler. Et puis, quand je travaillais, au lieu de vouloir utiliser d'autres talents ou d'autres types d'investissements, je me suis concentré sur ce que je connaissais. Puis ça, tout le monde peut un peu faire ça. Si on étudie pendant 4 ans dans le même domaine, 6 ans dans le même domaine, ça se peut qu'on devienne assez connaissant dans ce domaine-là, qu'on développe une expertise. Et puis, ça, c'est ce que je pense qui est la meilleure façon de s'enrichir. C'est de là que va venir le gros de notre base financière. Quand on part à zéro, sans capital, notre plus gros capital, ça va être de développer notre expertise, ça va être nos talents sur le marché du travail. OK, donc le plan en 5 étapes que je propose ici, c'est pour quelqu'un comme ça, qui peut-être est allé au cégep, à l'université, qui a investi beaucoup dans sa formation, puis ensuite, on va pas juste aller travailler, puis consommer, puis entrer dans le métro, boulot, dodo. Non, non, on va capitaliser sur notre talent. Moi, c'est ça que j'ai fait, c'est de la façon que j'ai procédé. Et puis, le plan en 5 étapes, c'est basé un peu là-dessus. Donc, peut-être que ça va rejoindre plus les gens, justement, qui sont allés se former un peu comme moi au cégep, à l'université, ou qui sont en train de développer une expertise quelconque dans leur domaine où est-ce qu'ils travaillent. Puis, ça s'applique un peu à ces gens-là. Donc, on est moins dans quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Moi, j'avais besoin de la sécurité, de la formation académique. Et puis, bon, d'autres personnes qui n'ont peut-être pas besoin de ça, moi, c'était le cas. Donc, le plan en 5 étapes, c'est certain que va peut-être plus toucher les gens qui, comme moi, avaient besoin de cette paix financière-là, de cette sécurité-là, d'avoir une formation et puis qui ensuite va vouloir capitaliser sur ça. Ensuite, comme je disais, la formule met l'emphase sur la production de valeur. On va produire de la valeur, ça va nous donner des revenus, donc en premier. Puis ensuite, on va consommer. Mais on va s'assurer de dégager quoi? On va dégager une épargne de notre revenu tout au long de notre vie pour être certain d'augmenter notre valeur nette pour qu'éventuellement, notre capital, notre valeur nette va soutenir nos revenus. Soit par les placements, soit par les projets d'investissement liés à notre domaine d'expertise qui vont rapporter encore plus des investissements passifs, semi-passifs, qui vont nous aider à aller vraiment plus vite vers l'indépendance financière tout en ayant la paix financière. Donc, puis devenir propriétaire de son logement, c'est une étape qui va nous aider parce qu'on met les chances de notre côté. Tu sais, en allant à l'université, au cégep, en allant se former, on met les chances de notre côté de réussir. Puis après ça, en devenant propriétaire de notre maison, notre condo, notre logement, on met les chances de notre côté aussi de réussir. Quand on regarde les statistiques, les gens qui réussissent à accumuler 1 million, 2 millions, 3 millions de valeur nette, une grande partie de cette valeur nette-là est leur propriété, est leur maison. Et puis, grâce à cette maison-là, grâce au système hypothécaire, on a possiblement une façon d'utiliser l'effet de levier si on doit investir dans une entreprise. L'accès au crédit pour faire ça est facilité par le fait qu'on est propriétaire. On met les chances de notre côté en suivant ce chemin-là. C'est pas le seul chemin. Comme j'ai dit, oui, mathématiquement, on peut décider de rester locataire puis d'aller placer notre argent qu'on aurait payé en plus pour rembourser notre hypothèque. Et ça peut marcher, mais pour moi, ça, c'est un chemin qui me semble plus risqué, qui me semble plus difficile. Et moi, j'ai opté pour, on va dire la facilité, malgré que c'est pas si facile que ça. OK, j'ai opté pour la simplicité, pour ce qui me semblait le chemin le plus sûr vers l'indépendance financière. J'avais pas passé 6 ans à étudier l'informatique pour ne pas arriver un jour à atteindre l'indépendance financière puis à accumuler 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Non, je voulais un chemin certain. Donc, c'est pour ça que le plan en 5 étapes que je propose aussi est dans cette optique-là. Donc, peut-être que ça vous rejoint, peut-être que non. Il y en a d'autres, des plans pour arriver à l'indépendance financière. Donc, ça, c'est celui que je propose, le plan en 5 étapes. OK, ensuite, c'est une formule sans grand risque. OK, c'est différent que ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, d'autres personnes qui se sont enrichies rapidement avec des façons différentes. Est-ce que c'est accessible à vous? Peut-être que oui, peut-être que non. La formule que je propose, selon moi, c'est sans grand risque. Et ça ne requiert pas d'utiliser l'effet de levier à tout prix. Oui, l'effet de levier, ça va nous aider à aller plus vite. Pour moi, il y a une façon de le faire
qui permet de conserver la paix financière. Utiliser l'effet de levier, ce n'est pas que ça qui permet d'atteindre l'indépendance financière. Pour moi, il y a des choses plus importantes, dont les choses décrites dans les 5 étapes que je vais vous parler à l'instant. OK, donc là, je vous ai fait un petit résumé là, des caractéristiques du plan en 5 étapes. Peut-être que vous êtes curieux, OK, de le connaître. J'ai fait un document PDF. Il y a une page web qui vous permet d'accéder à ce document PDF-là du plan en 5 étapes. Puis là, c'est ce qu'on va faire dans le fond dans l'épisode. Moi, je vais passer au travers ce document PDF-là, les 5 étapes. Si vous voulez, vous pouvez aller sur la page, donc frédériclacharité.com/5 étapes, 5 E-T-A-P-E-S, frédériclacharité.com/5, le chiffre 5, étape E-T-A-P-E-S. Allez sur cette page, vous pouvez télécharger à partir de là le PDF. Si vous voulez suivre l'épisode de podcast en même temps, vous pouvez le faire. Je demande votre nom de famille, adresse courriel. Vous pouvez accepter ou non ensuite que je vous inscrive à mon infolette. Vous pouvez décocher ou non. Vous pouvez cocher aussi les énoncés qui s'appliquent à votre situation. Est-ce que vous êtes un premier acheteur? Est-ce que vous êtes en chemin vers l'indépendance financière? Bon, vous regarderez ça. Ça me donne de l'information. Moi, c'est par curiosité. Je veux savoir qui va aller télécharger le document si ça l'intéresse les gens. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec un formulaire comme ça. Donc, vous pouvez aller sur mon site web, frédériclacharité.com/5 étapes pour accéder au document PDF du plan des 5 étapes pour suivre en même temps qu'on écoute le podcast. Sinon, c'est pas si grave. On va y aller avec les 5 étapes. OK. Puis là, avant de dire les 5 étapes, c'est un plan qui permet d'obtenir la paix financière, de devenir propriétaire et puis d'atteindre l'indépendance financière. Donc, tous ces 3 aspects-là, pour moi, sont liés. Paix financière, on ne veut pas de stress. On veut être en sécurité. Vous l'avez déjà entendu selon ce que j'ai dit au début avec les caractéristiques. La paix financière, c'est la fondation. Pour moi, très difficile d'avancer, d'être heureux si on n'a pas cette paix financière-là, si on a un stress financier quelconque. Pour moi, ça devient très difficile d'avancer puis de cheminer vers l'indépendance financière. Ensuite, devenir propriétaire, j'en ai parlé aussi, être propriétaire versus locataire, on veut y arriver. Non pas devenir propriétaire pour avoir nécessairement beaucoup plus de confort, malgré que, oui, être propriétaire va peut-être faire en sorte qu'on va avoir un peu plus de confort, mais pour moi, c'est important d'acheter une maison selon nos moyens. Puis ça va nous aider à aller plus vite vers l'indépendance financière. Le fait d'avoir une maison, d'avoir accès au crédit hypothécaire, on a un petit peu l'effet de levier aussi à ce moment-là, parce qu'on va être protégé de l'inflation en ayant notre maison pendant 10 ans, pendant qu'on travaille, pendant qu'on accumule. On a une petite protection contre l'inflation. Tout ça va ensemble, puis on conserve notre paix financière. On a un accès au crédit si l'opportunité se présente d'investir. Donc, devenir propriétaire, c'est un élément clé dans mon plan pour ensuite atteindre l'indépendance financière. Ça, c'est le but ultime. C'est qu'éventuellement, on veut augmenter notre train de vie, avoir un peu plus de confort, puis on veut libérer notre temps. On ne veut pas nécessairement travailler 80 heures semaine jusqu'à 50, 60 ans. Ben non. On veut éventuellement ralentir le pas. On a beaucoup d'énergie quand on a 20, 30, 40 ans, mais éventuellement, peut-être qu'on veut avoir plus de temps pour faire d'autres choses, pour la famille, pour les loisirs, pour peu importe nos 4 piliers de bonheur. Je pense que c'est un peu ça l'idée. On va travailler fort, oui, on va travailler en tout cas, puis on va produire, on va dégager de la valeur, mais on va avoir une récompense plus tard. Hein? Le plan en 5 étapes, on s'entend, il faut avoir de la gratification différée. Donc, je ne sais pas si c'est ça le terme en français, là, mais le test de la guimauve. On dit à un enfant, est-ce que tu veux une guimauve maintenant ou tu en veux 2 dans 15 minutes? Donc, celui qui choisit 2 dans 15 minutes, ils ont fait des études, c'est justement cette étude-là avec le test de la guimauve, puis les enfants qui choisissent 2 guimauves dans 15 minutes ont plus de facilité dans la vie en général, ont plus de facilité à l'école, on a une vie plus facile, tandis que la personne qui n'est pas capable d'attendre, qui veut sa guimauve maintenant, c'est plus difficile. Donc le plan en 5 étapes, oui, on peut tout avoir dans la vie, on peut avoir de grands rêves, mais on ne peut pas tout avoir maintenant. C'est ça l'idée, c'est ça le plan en 5 étapes.
OK, donc là, je vais, là, bon, puis là, les 5 étapes, c'est simple, là, c'est simple. OK, première étape, c'est se libérer de l'endettement. OK, puis là, je vais y aller avec les 5 étapes, puis je vais aller après ça dans le détail des 5 étapes. Se libérer de l'endettement, ça, c'est l'étape numéro 1. Deuxième, c'est accumuler notre mise de fonds. Je mettrais aussi fonds d'urgence là-dedans. Donc, on accumule notre mise de fonds d'urgence. On ne devrait pas skipper d'étapes, là. Si on a des dettes, si on a un boulet en arrière de nous, puis qu'on essaye d'avancer, ça va aller moins vite. Bien, c'est pour ça qu'on doit se libérer de l'endettement, puis après ça, on peut en mettre de côté. Puis là, on accumule pour notre fonds d'urgence, pour notre mise de fonds. Fonds d'urgence, ça nous donne notre paix financière. Mise de fonds, ça nous permet de devenir propriétaire. Puis devenir propriétaire va aussi nous donner la paix financière. Puis ça nous garantit qu'on chemine vers l'indépendance financière. Évidemment, après ça, la troisième étape, c'est d'acheter une maison selon nos moyens. On ne va pas acheter la plus belle maison qu'on peut se permettre parce que le système de crédit, le maximum qu'on peut emprunter, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, on est à risque. Si on va jusque-là, on est à risque de se retrouver piégé. Parce que c'est bien beau, on s'est libéré des cartes de crédit, notre prêt étudiant, du prêt voiture, mais après ça, si on va s'attacher avec une grosse maison, un gros prêt hypothécaire qui va chercher une grosse partie de nos revenus, ça va aller moins vite. Donc, on a acheté une maison selon nos moyens. Ensuite, quatrièmement, investir pour l'indépendance financière. Investir, peut-être que là, vous trouvez que ça vient tard dans le processus. En quatrième, bien, écoutez, moi, c'est mon expérience. L'investissement que j'ai fait au moment de me libérer des dettes, d'accumuler ma mise de fonds, d'acheter ma maison, tout l'investissement que j'ai fait dans ces moments-là, c'est pas cet investissement-là qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une valeur nette de 2 millions de dollars. C'est pas ça. Ce qui a fonctionné, c'est que c'est l'achat de ma maison. Puis oui, éventuellement, je l'ai investi. Je me suis libéré des dettes. J'ai accumulé ma mise de fonds, mon fonds d'urgence. J'ai acheté ma maison. Puis oui, après ça, moi, j'étais pressé, là, un peu comme tout le monde. J'étais pressé d'investir. Je savais que c'était important, l'intérêt composé, puis que sur le long terme, ça va nous enrichir. Mais les étapes d'acheter la maison est importante aussi. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, l'investissement, pour moi, est un peu secondaire. Tant qu'on n'a pas remboursé toutes nos dettes, l'investissement est un peu secondaire. Pourquoi tu ne prends pas ton argent au lieu pour rembourser toutes tes dettes? Ça va te donner la paix financière, tu vas te permettre après ça d'accumuler une mise de fonds plus rapidement. Je l'ai faite, là, j'ai investi de l'argent en accumulant ma mise de fonds, je l'investissais. Mais en réalité, là, ça ne l'a rien donné. Ça ne m'a rien donné de plus. Ça l'a juste mis ma mise de fonds à risque parce qu'on veut accumuler notre mise de fonds puis acheter notre maison. Mais si, faut savoir que la bourse, si on place notre argent, ça peut baisser de 70, 60, 50%. Donc, en réalité, peut-être j'ai été un peu chanceux là, du fait que je l'avais investi, mon argent, puis que ça n'avait pas de temps perdu. On ne sait jamais. Puis là, ben oui, peut-être qu'il y a d'autres façons d'investir sa maison. En tout cas, là, on va dans les détails, mais tout ça pour dire, oui, on veut investir le plus tôt possible. Je veux que vous investissiez le plus tôt possible. Mais selon mon expérience, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ça qui va nécessairement nous faire cheminer vers l'indépendance financière. Le gros de ma valeur nette, moi en tout cas, provient pas du fait d'investir très très jeune. Okay? Le gros de ma valeur nette, ça provient du fait que j'ai travaillé puis que j'ai dégagé un profit de mon revenu de travail versus ce que je dépensais. Puis après ça, j'ai acheté ma maison. Donc, une bonne partie de ma valeur nette provient de là. Puis après ça, il y a une bonne partie de ma valeur nette qui provient du fait que j'avais un bon accès au crédit grâce à ma maison et que j'ai pu investir dans mon domaine d'expertise. Puis là, mes revenus ont augmenté significativement grâce à ça. OK? Puis oui, j'ai aussi fait... Il y a une partie de ma valeur nette qui est liée au marché financier. Donc, le fait que j'ai investi dans mes REER, CELI, oui. OK? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. OK. Donc, étape numéro 4, c'est investir pour l'indépendance financière. J'ai des détails par rapport à ça dans le PDF aussi. Je vais vous en reparler. Ensuite, numéro 5, j'ai remboursé mon hypothèque. Puis là, il y en a qui trouvent ça ridicule que je dise ça, de rembourser son hypothèque. Ouais, pourquoi tu rembourses ton hypothèque? Pourquoi tu as 5% d'intérêt, mais tu peux le placer à 10%? Écoutez, c'est toute une question de paix financière, du fait que, bof,
investir à 10 alors que je paye 5, il y a de l'impôt là-dedans. Pour moi, ça, c'est des peanuts. OK? C'est bien plus payant d'aller investir dans notre domaine d'expertise. Quand je vais vouloir emprunter pour investir, ça va être dans des opportunités payantes. Pas des affaires à 10%, 12%, puis qui vont me rapporter des peanuts. Ben non. J'aime bien mieux garder ma paix financière, puis quand je vais avoir une opportunité qui est liée à mon domaine d'affaires, mon expertise, qui en vaut la peine, puis que je sais que ça va être remboursé rapidement, puis que je sais que ça va être payant, puis que j'ai pas de doute aussi, que je ne serai pas inquiet, que je vais bien dormir la nuit, là, je vais y aller. OK, mais sans ça, là, je ne suis pas stressé, moi, à rembourser mon hypothèque complètement. J'ai une maison payée, j'ai pas de paiement d'hypothèque, tout va bien. Tout va bien. Tout l'argent qui rentre chez nous, ça sert pour, bon, qui est la nourriture, puis après ça, les voyages, puis bon, c'est ça pour moi, l'indépendance financière. C'est que du jour au lendemain, mes revenus devaient arrêter, par exemple, ben j'ai une bonne valeur nette sur laquelle je peux me reposer. Rembourser mon hypothèque, c'est une bonne chose. Je vous encourage à le faire. On s'approche de l'indépendance financière quand notre hypothèque est remboursée. Puis, ça nous permet aussi de profiter des opportunités qui vont se présenter d'investissement. Okay? Mais je ne forcerai pas la note pour aller trouver nécessairement une opportunité d'investissement à tout prix. Je ne suis pas stressé, moi, d'avoir de l'équité qui dort sur ma maison. C'est pas stressant, ça, pour moi. OK? Puis ben, je sens que ça l'est pour plusieurs, que c'est important d'optimiser son crédit. Pour moi, non. OK? Donc, bon, peut-être que ce plan-là vous convient, peut-être qu'il ne vous convient pas. OK, là, on va passer les 5 étapes. Puis là, en passant aussi, je suis en train de me filmer. Hein? Donc là, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre sur Spotify la version vidéo, parce que là, il n'arrête pas de dire qu'il y a beaucoup d'écoutes vidéo aussi dans les podcasts. Donc, Puis j'ai le PDF devant moi là, sur l'écran. Donc, je vais essayer de publier ça avec la vidéo. Donc, ceux qui regardent Spotify avec vidéo, vous allez voir le PDF en même temps. Vous pouvez aussi aller le télécharger, comme j'ai dit, sur mon site web. OK, donc plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Bon, là, ici, je reviens. Ici, je vais passer rapidement ma formule en 5 étapes. C'est le chemin que j'ai emprunté en plus. Donc, ça a marché pour moi. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma valeur nette. C'est pas en vendant des cours. Tu sais, maintenant, je fais des hypothèques, mais c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai procédé. Étape numéro 1. Donc là, j'ai déjà parlé pas mal des étapes. Je vais aller un petit peu plus en détail dans chaque étape. Se libérer de l'endettement. OK, d'abord, on s'engage à ne plus prendre de dettes de consommation. Donc ça, les dettes de consommation, c'est tout ce qui est des dettes pour des biens qui vont perdre en valeur, puis qui ne rapportent pas, donc qui n'est pas un investissement, qui ne rapporte pas de revenus. Donc, on s'engage à ne plus prendre de dettes de consommation. On va ensuite rembourser toutes nos dettes existantes de consommation en utilisant la méthode boule de neige. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui est dans l'endettement présentement, ça serait la première étape. Peu importe si on a déjà notre maison, parce que vous pourriez être dans une situation où est-ce que vous avez déjà votre maison, que vous êtes déjà un petit peu plus loin, Moi, je reviendrai à cette étape-là. Parce que le plan en 5 étapes, là, on peut le faire, on peut embarquer dans le plan n'importe quand. Là, on peut, qu'on vienne de sortir de l'école ou que ça fasse 10 ans qu'on travaille puis qu'on ait déjà notre maison, on peut revenir puis regarder ces 5 étapes-là. Bon, si on a des dettes pré-étudiants, pré-voiture, location de voiture, on efface ça, là, la location voiture, là, c'est la pire dépense. Là, ça coûte très cher se promener en voiture louée. C'est comme une dette. Là, on va chercher dans le futur, dans le fond, on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore gagné. Pensez-y, là, comment que c'est pas une bonne idée. OK. Méthode boule de neige, donc c'est la méthode proposée par Dave Ramsey, c'est versus l'autre méthode, c'est d'y aller en remboursant le taux d'intérêt le plus élevé. Mathématiquement, on peut se dire ça fait bien plus de sens de rembourser la dette que le plus gros taux d'intérêt, mais les finances personnelles, c'est 80% comportement puis 20% mathématiques. Donc, on va mettre l'emphase sur le comportement ici. Puis là, ce qui va nous aider, c'est de rembourser la plus petite dette, le plus petit solde en premier.
peu importe, on va les trier dans l'ordre du plus petit solde au plus grand solde, puis on va faire les paiements minimum sur chacune des dettes, puis on va mettre tout l'argent qu'on a disponible sur la première. Puis on va les éliminer comme ça, une à une, puis ça fait boule de neige parce qu'on élimine un paiement. À chaque fois qu'on élimine une dette, on élimine un paiement, puis ça nous donne une récompense et ça nous encourage à continuer. Donc c'est une méthode éprouvée, c'est la méthode boule de neige. On va rembourser toutes nos dettes comme ça pour éventuellement être libre de dettes. Et puis, vous pouvez même continuer ensuite en remboursant votre hypothèque si vous avez une hypothèque. Mais je dirais, se libérer de l'endettement, il faut y aller avec l'intensité de la gazelle. Premièrement, on va sortir notre CELI, si on a des dettes vraiment de consommation, ça ne donne rien d'aller investir. On a un boulet qui nous retient de toute façon. Donc, peu importe, c'est comme si on tirait des deux sens, ça ne fonctionne pas. On va plutôt rembourser, on va éviter de payer de l'intérêt. C'est fini ça, payer de l'intérêt. On va payer de l'intérêt sur notre hypothèque pendant une courte période de temps. Pendant une période de temps, ça va remplacer notre coût de loyer. Donc, en réalité, c'est pas si pire. Mais tout le reste de l'intérêt qu'on pourrait payer sur des cartes de crédit, des prêts étudiants, des prêts voitures, on n'a pas besoin de ça. Ça va nous ralentir. C'est la première chose qu'on devrait éliminer de notre vie si on veut se rendre à l'indépendance financière, la paix financière. Ça coûte déjà assez cher comme ça, la vie. On n'a pas besoin là, de payer de l'intérêt à un créancier. OK, donc on élimine ça. Donc, on se garde un fonds d'urgence là, au début minimum de 1 000 $, pendant qu'on rembourse toutes nos dettes, pour être sûr que s'il y a une petite urgence, qu'on ne soit pas obligé de le mettre sur la carte de crédit. Donc, c'est juste pour dire. Mais tout le reste, l'argent, si on peut se prendre une deuxième job pendant ce temps-là, si on peut vendre des choses qui nous appartiennent, qui ont une valeur, s'il faut vendre notre voiture parce qu'on s'est un petit peu emballé avec l'achat de la voiture, puis dans le fond, on a une voiture qui est au-delà de nos moyens, puis qu'il faut changer, possiblement que ce soit la bonne solution. On regarde toutes les solutions pour se libérer de l'endettement. Normalement, on devrait pouvoir se faire un plan en 2 ans maximum. OK? On serre la ceinture, on oublie le restaurant. OK? La seule façon de voir un restaurant, c'est si on travaille dedans. OK? On laisse faire les restos, on laisse faire les commandes, on cuisine des plats à la maison. OK? On se prend un autre emploi, puis on vend des choses, puis on fait en sorte qu'on se libère de l'endettement. Donc ça, c'est vraiment une chose qui va nous donner la paix financière, qui va nous permettre de partir vers l'indépendance financière. C'est l'étape numéro 1. OK? L'étape numéro 2, accumuler notre mise de fonds. Donc maintenant qu'on est engagé dans une vie sans dette de consommation, il faut éviter d'y retourner. Puis pour ce faire, on va construire un fonds d'urgence 3 à 6 mois de dépenses courantes. Donc on regarde combien qu'on doit dépenser pendant 1 mois. Donc si on a une situation d'emploi stable, on va opter pour 3 mois de dépenses, ça devrait être suffisant. Normalement, là, un 10 000 là, de côté, là, 10 000 à 20 000 de côté, peut-être moins aussi. Donc, on va mettre ça de côté, puis ça, c'est pas si grave là, si on le met dans un compte épargne à intérêt élevé. Tant qu'il n'est pas nécessairement dans notre compte chèque, qu'on ne va pas le dépenser facilement, mais on le laisse quand même liquide, parce que s'il y a une urgence qui arrive, on en aura de besoin, on va l'utiliser. Puis là, s'il y a une urgence, qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans notre fonds d'urgence, puis après ça, on reconstruit notre fonds d'urgence. OK? Puis là, peut-être qu'il faut faire pause à ce moment-là sur certaines parties de notre investissement pour refaire notre fonds d'urgence. Donc ça, c'est un peu le mécanisme là, du fonds d'urgence. Ensuite, on peut épargner pour la mise de fonds de notre future maison. Puis là, il y a des astuces que probablement vous connaissez déjà. Se programmer des virements automatiques dans un compte séparé, donc se payer en premier. Ensuite, super important pour accumuler notre mise de fonds, c'est d'ouvrir un CELIAP, donc de mettre le maximum dans notre CELIAP. C'est un incontournable maintenant. Le gouvernement nous encourage à acheter notre première propriété, il faut l'utiliser. Considérer aussi le don des parents. Plusieurs parents veulent encourager les enfants qui prennent des sages décisions financières en donnant une partie de la mise de fonds pour l'achat de leur première propriété. Okay? Puis là, j'irai avec,
Oui, on va demander une partie, mais on va en épargner quand même une bonne partie aussi. Donc, on joue sur tous les fronts là, pour pouvoir mettre la plus belle mise de fonds possible, mais on veut quand même travailler notre muscle d'épargne. On ne veut pas que ce soit 100% de la mise de fonds qui provient des parents. C'est comme si là, on avait une maison, mais qu'on n'avait pas travaillé pour. Non, on va travailler pour. Ça se pratique, ce muscle-là. Il faut être capable de dégager une épargne de nos revenus. On ne va pas dépenser 100% de notre revenu. On va le mettre dans un fonds d'urgence, puis on va épargner notre mise de fonds. Donc ça va nous pratiquer après ça pour... parce qu'on va continuer après l'achat de notre maison, ça va être pour investir pour la retraite puis pour notre indépendance financière. Donc, ces étapes-là sont très importantes aussi. OK? Puis là, on va accumuler un minimum de 5% puis idéalement plus que 20% de valeur de la propriété visée. OK? Puis là, la propriété visée, on va en parler à la prochaine étape. On va acheter une maison selon nos moyens. OK? On va éviter d'aller au maximum de sa capacité d'emprunt. On va viser le plus petit prêt hypothécaire possible. C'est la clé. Oui, on veut se loger, mais on passe d'un logement. On passe d'un logement à une maison. Présentement, on est en logement, on est chez les parents peut-être, ce qui est excellent. On n'a pas trop de confort. Donc là, on ne va pas se dire, on ne va pas faire l'erreur de se dire... OK, là, les maisons, on n'achète pas ça souvent, donc là, je vais acheter la plus belle maison que je peux. OK, parce que je sais que ça va être la maison qu'on va avoir pour toujours. Hein? On ne va pas se dire ça. On ne va pas se dire ça. À la place, on va aller acheter la maison qui correspond à nos moyens. On va acheter la maison qui correspond à nos besoins. OK? Puis nos besoins de base, là, pas nos besoins de luxe. OK? Puis ça va nous aider. On va faire un step en avant. On va passer de possiblement locataire ou chez nos parents à avoir notre propre maison. Ça va nous aider pour notre sécurité financière, pour notre paix financière. On va se sentir en sécurité. Il n'y a pas un propriétaire qui peut nous mettre dehors, qui peut acheter la propriété, puis décider de reprendre le logement. On est chez nous. On a une sécurité, on va acheter possiblement un condo, si c'est ce qu'on peut se permettre. On va peut-être aller acheter en région. On va trouver une façon d'acheter notre propriété. Puis là, j'ai, 3 tests d'indépendance financière dont j'ai parlé dans des épisodes précédents et que j'ai inclus dans ma préapprobation. Et 3 tests d'indépendance financière, donc on va faire un prêt maximum 3 fois nos revenus bruts annuels. Donc le solde du prêt qu'on va aller chercher, ça va être maximum 3 fois nos revenus bruts annuels. Mais on peut aller encore plus loin. On peut se dire aussi que notre paiement mensuel, ça va être maximum 25% de notre revenu net. Puis on peut dire aussi que notre paiement mensuel, ça serait 25% maximum, mais même amorti sur 15 ans. Là, ça va diminuer. Vous allez voir que le maximum avec ces règles-là qu'on peut aller chercher, c'est beaucoup plus petit. Puis j'ai fait un petit tableau dans le fichier PDF. Vous allez voir à quoi ça peut ressembler. Exemple, pour un revenu brut de 120 000 par année, le maximum de capacité d'emprunt pourrait être de 500 000. Là, c'est à titre indicatif. OK, ça dépend des taux d'intérêt. Mais bon, allons-y là, seulement avec cet exemple-là. Je pense que le taux d'intérêt ici, c'est autour de 5%. Donc, le maximum de capacité d'emprunt pour un revenu brut de 120 000 serait autour de 500 000. Mais si on regarde le test numéro 1, au maximum de 3 fois les revenus bruts, alors le prêt serait de 360 000. Puis ensuite, avec les tests 2 et 3, on passe à 310 000 puis à 225 000. Donc, ça vous donne une idée de grandeur. OK? Le dernier, là, le test numéro 3 étant optimal. Si on peut aller avec un revenu brut de 120 000 par année, se chercher un prêt de 225 000 pour acheter notre maison. Là, c'est intéressant parce qu'avec 120 000 de revenus bruts par année, on devrait être capable de clairer ça. L'idée, ça va être d'être capable de rembourser. On va se prendre un prêt hypothécaire, mais dans l'optique de le rembourser. Pas dans l'optique de « Ah, je vais toujours avoir un prêt hypothécaire, moi, dans le fond. Fait que je peux aller jusqu'au maximum. C'est juste le paiement qui est important. » Non. Non. On va le prendre en pensant que « Hey, il faut que je le rembourse, cette affaire-là. » OK? Donc, c'est un autre mindset quand on achète notre maison puis qu'on réfléchit à « OK, ouais, tout cet argent-là, là, c'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent que je dois rembourser dans le futur. » OK.
Donc, ça c'était l'étape numéro 3, acheter notre maison selon nos moyens. Ensuite, étape numéro 4, on va investir pour l'indépendance financière. Donc, avec la base financière solide que vous vous êtes construit, OK, vous avez maintenant l'espace budgétaire pour bien vivre et investir un important pourcentage de vos revenus. Oui, parce que, tu sais, étape numéro 1, quand on est endetté, moi, je serais très, très intense à sortir de l'endettement, à faire l'étape numéro 1 le plus rapidement possible, tu sais. Mais à partir de l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, on a la paix financière, on peut chill down un peu, là. On peut respirer, on peut dire que, OK, on va aller faire un petit voyage, on va aller au restaurant de temps en temps, on va faire des choses. On va pas partir en fou, là, mais on va, bien vivre, là, on a la paix financière, puis oui, on a de l'argent, puis il faut en profiter. Puis progressivement, dans le temps, on va pouvoir augmenter notre train de vie, mais on ne partira pas en fou. Puis l'étape numéro 3, l'étape numéro 2, notre mise de fonds, on peut décider d'y aller intense encore, mais c'est pas obligatoire rendu là. On veut prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans pour, rendu là, s'il faut rester plus longtemps locataire, ben c'est ça, c'est correct. On le fait, puis on fait les choses dans l'ordre comme ça. On peut continuer d'être intense, mais à un moment donné, c'est que ça devient difficilement soutenable. Donc, l'étape numéro 3, là, on achète selon nos moyens. Étape numéro 4, là, investir pour l'indépendance financière. Là, normalement, on est rendu aussi qu'on n'a pas besoin d'y aller de façon intense, mais on peut. Puis là, je dirais que le plus qu'on va mettre dans nos investissements, c'est parce que nos revenus vont augmenter. Parce qu'à travers tout ça, là, n'oubliez pas qu'on travaille, puis qu'on développe notre expertise, puis que le temps passe, puis qu'on devient très bon dans ce qu'on fait. Normalement, on devrait avoir des augmentations de salaire, puis il devrait y avoir aussi des opportunités de soit être à notre compte ou peut-être investir dans l'entreprise où on travaille, faire du reprenariat. Peut-être qu'il y a des opportunités d'avoir une partie d'équité dans ce quoi on travaille. Moi, ça a été clé, ça, pour arriver à l'indépendance financière. C'est que oui, j'avais mon salaire, j'avais la sécurité d'emploi. C'est pas moi, je suis pas parti à mon compte comme ça, puis prendre beaucoup de risques parce que, tu sais, vous savez, les entreprises, les nouvelles entreprises, partir d'une entreprise, c'est difficile, là. Quand on a 20 ans, quand on a juste l'expertise de notre formation universitaire, cégep, est-ce qu'on est vraiment un homme d'affaires? Est-ce qu'on veut comme essayer des choses, se planter, essayer des choses, se planter? Non. Moi, je voulais la garantie que j'allais avoir un revenu, que j'allais commencer tout de suite à développer mon indépendance financière. Donc, je suis allé avec une entreprise qui, elle, avait une recette qui fonctionnait. J'avais mon salaire de là. Puis, éventuellement, avec l'expertise que j'ai acquise à l'intérieur de cette entreprise-là, j'ai eu l'opportunité, puis là, c'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là, mais dans différentes professions, on va avoir la chance, éventuellement, d'avoir des parts dans ce sur quoi on travaille. OK, puis c'est ça un peu que je viserais. Puis si on n'a pas ces opportunités-là, si on ne le voit pas, le chemin, s'il n'y en a pas d'autres qui font le même travail que nous, qui arrivent à ce niveau-là, d'être capable d'être à son compte puis d'avoir une plus grosse partie, dans le fond, des revenus de leur travail, mais peut-être que oui, là, à ce moment-là, on peut regarder peut-être que c'est l'investissement immobilier ou peut-être que c'est le reprenariat ou peut-être que c'est simplement FIRE puis qu'on va utiliser les marchés financiers REER, CELI puis qu'on va mettre une plus grosse partie de notre revenu de salaire dans les marchés financiers puis c'est ça qui va faire en sorte que... Mais, en tout cas, il y a différentes façons. OK? Mais là, voici. Donc, moi, l'étape 4, OK, avec la base financière solide qu'on s'est construit, on a l'espace budgétaire pour bien vivre, puis investir un important pourcentage de nos revenus. OK? Puis là, quelques conseils par rapport à ça. Tiens, je vais le grossir. Mettre un minimum de 15 à 18 % de votre revenu brut de côté. Ça, c'est un peu le minimum. Là. Dès qu'on a acheté sa maison, puis même pendant qu'on épargne notre mise de fonds, on peut même commencer là, à en mettre de côté dans les REER pour la retraite. 15 à 18 % pour moi, c'est un petit peu le minimum qu'il faut mettre de côté, notre taux d'épargne qu'on doit mettre pour le futur. OK? Pour notre patrimoine, pour notre indépendance financière. On le met de côté. Si on n'a pas d'opportunité d'investissement, on le met dans les marchés financiers. CELI, REER, c'est nos meilleures pochettes où aller mettre notre argent parce que
on va épargner sur l'impôt. OK? Le gouvernement met ces outils-là à notre disposition. On va après ça aller placer ça soit avec un conseiller financier ou on va considérer peut-être apprendre et devenir investisseur autonome. Moi, c'est ce que j'ai fait à partir de... depuis toujours, ça m'intéressait, les placements, l'investissement sur les marchés financiers, les actions, les obligations, investir à la bourse, tout ça. Donc, je suis allé m'informer. Je suis devenu, moi, investisseur autonome. Puis là, il y a tout un cheminement qu'on va faire quand on embarque dans ce chemin-là. Mais je dirais d'y aller de façon très prudente et d'y aller de s'informer comme il faut. Moi, aujourd'hui, en 2024, je passe beaucoup moins de temps maintenant sur mes placements dans les marchés financiers, donc REER, CELI, les FNB. Donc moi, j'ai une approche buy and hold. J'achète, puis je le garde pour toujours. Donc, puis c'est dans les FNB. Puis oui, j'ai une partie aussi dans les single stocks, donc dans les actions. J'ai acheté des entreprises qui me tenaient à cœur, des produits que j'utilise, puis j'ai une partie, une plus petite partie. Mais j'ai commencé avec les FNB indiciels. Bon, puis là, ça, c'est pas des recommandations, c'est simplement ce que j'ai appris. Moi, j'ai fait le travail de devenir investisseur autonome. Pour moi, c'est pas essentiel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez vous concentrer sur votre domaine d'expertise, puis vous pouvez très bien mettre ça entre les mains d'un conseiller financier. Puis si on n'a pas d'opportunité d'investissement, on s'en remet à notre conseiller financier, puis ça va bien se passer aussi, là. Mais ça peut être intéressant, OK? Considérer apprendre à devenir investisseur autonome dans l'optique de devenir financièrement indépendant. Oui, des connaissances de base dans l'investissement, dans les placements, c'est très utile. OK? Apprendre aussi les bases de la fiscalité, tu sais, le CELI, REER. On veut payer notre impôt, mais on ne veut pas en payer plus que ce qu'on devrait. Ça va être surtout important quand on va vouloir avoir notre entreprise, peut-être notre incorporation, de connaître ces bases-là. Donc ça, je suis à l'étape 4. Là, tu sais, c'est une bonne idée de se tenir informé, de se former sur certains sujets quand même important pour ceux qui cheminent vers l'indépendance financière. Ensuite, on peut considérer investir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un volet important de la création de richesses partout dans le monde. Okay? Ça utilise l'effet de levier, puis ça nous permet d'aller plus vite. Le plan que je propose en 5 étapes, ce n'est pas essentiel d'aller vers l'immobilier pour s'enrichir, mais ça peut être une avenue. Au lieu d'acheter notre propriété, un condo, une maison, on peut acheter un duplex, un triplex, propriétaire occupant, puis y aller comme ça, puis après ça en acheter un autre, puis après ça en acheter un autre. C'est une méthode éprouvée aussi qui fonctionne. Moi, par contre, ce que je vous montre là, c'est des aspects autres que cet aspect-là, que d'investir dans l'immobilier. Vous allez trouver beaucoup de ressources. Les clubs immobiliers sont peut-être votre premier endroit où vous devriez aller pour vous former pour l'investissement immobilier parce qu'on ne veut pas acheter nécessairement le premier plex comme un investissement. Il y a beaucoup de compétition maintenant. L'immobilier, les plex sont très chers. C'est pas si évident de faire de l'argent parce qu'on va se ramasser à faire un rendement très faible. OK? Puis si on veut cheminer vers l'indépendance financière, il faut avoir un meilleur rendement qu'un rendement faible. Ça me semble. C'est évident, vous allez me dire, là, mais c'est un peu le danger. Puis aussi, avec l'immobilier, on peut se planter, puis on peut perdre de l'argent. Là. Donc, il faut, je pense, demander des conseils d'investisseurs expérimentés, des gens de confiance qui l'ont déjà fait, puis développer notre propre expertise, commencer petit, puis se calmer un peu là, avec l'effet de levier. Là, on va y aller juste quand on va être vraiment certain de notre shot. Là, on peut comme ramp up le crédit puis l'effet de levier, mais on veut conserver notre paix financière. Puis toute dette est un risque. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Une dette, c'est un risque. Tu l'empruntes, la banque, elle, que ton projet fonctionne ou pas, ça ne dérange pas. Là. Elle a sa garantie, puis elle a un contrat avec toi, puis elle peut te poursuivre. Puis tu peux tout perdre. Avec l'effet de levier,
c'est possible de tout perdre. Tandis que quand tu vas après ça investir avec ton propre argent dans les marchés financiers, bon, disons que il y a moins de chances de tout perdre là, quand on va dans des trucs sécuritaires, quand on va dans les marchés financiers. OK. Ensuite, considérez investir dans une entreprise liée à votre domaine d'expertise si l'opportunité se présente. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Moi, c'est la façon que j'ai utilisée. Ensuite, bien, c'est ça, là, quand on a la paix financière, on a notre maison, on commence à avoir un certain niveau d'indépendance financière, bien, on a du temps pour réfléchir et devenir riche, se faire un plan pour augmenter vos revenus plus rapidement que vos dépenses, puis ainsi augmenter votre taux d'épargne. OK? Plus qu'on va mettre d'épargne de côté, plus qu'on va avoir de l'argent pour investir. Puis cet argent-là, ces placements-là vont faire de plus en plus de rendement. Et puis, c'est ça l'effet de l'intérêt composé. OK, fait que ça, c'était l'étape numéro 5. L'étape numéro 4, pardon. Là, je vais avec la dernière étape. Étape numéro 5, rembourser votre hypothèque. Ne plus avoir de paiement hypothécaire est une étape importante vers l'indépendance financière. Dans mon cas, ça l'a été. Tu sais, je ne le pensais pas. Moi aussi, là, il y a eu une période de temps quand même assez longue. Bien, ça a duré. Tu sais, j'ai eu mon hypothèque pendant 12-13 ans. Donc, mais dans les dernières années, j'investissais dans mon CELI, dans mon REER. Puis là, quand j'avais des rentrées d'argent, j'avais le choix entre rembourser mon hypothèque ou mettre dans mon CELI, par exemple. Mais là, éventuellement, je me suis rendu compte que je voulais une hypothèque remboursée, surtout en écoutant Dave Ramsey. Et puis le jour là, que j'ai pris la décision puis que je l'ai faite, je voulais plus retourner comme avant. Je ne voulais plus avoir un paiement hypothécaire parce que là, ça m'a donné un grand sentiment de liberté. Parce que l'hypothèque, là, c'est un peu ça qui me gênait à faire un move par rapport à mon emploi, par rapport à... Tu sais, on est moins libre de nos décisions quand on sait que notre paiement hypothécaire il est dû le mois prochain. Parce que là, OK, si je prends tel risque avec mon emploi, mais que finalement ça ne marche pas, puis je me retrouve un autre emploi, puis bon, du moment que j'ai remboursé mon hypothèque, on dirait que c'est ça, je me suis senti vraiment plus libre. Et puis, j'avais toujours ma marge hypothécaire au cas qu'il y ait une opportunité d'investissement, puis ça, je l'ai utilisé. Puis quand il est venu le temps ensuite de vendre mon condo puis de m'en acheter un autre parce que je déménageais avec ma conjointe, sa fille, même que j'avais besoin d'un peu plus d'argent parce qu'on déménageait dans un petit peu plus grand. À ce moment-là, j'ai sorti de l'argent, moi, de mon CELI, puis j'ai acheté ma maison cash. Je voulais rien savoir d'avoir une nouvelle hypothèque, d'avoir un nouveau paiement hypothécaire. Moi, c'était terminé les paiements hypothécaires à ce moment-là. Et puis, j'ai aucun regret d'avoir procédé comme ça. C'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Et puis, c'est là que mes décisions ont commencé à être plus intéressantes, plus le fun, que j'ai commencé à libérer mon temps, que j'ai décidé de quitter mon 9 à 5. Puis bon, ça a été tout un processus, mais le fait d'avoir remboursé mon hypothèque, c'est quasiment, je vous dirais, à la base de tout ça. OK? Pour quelqu'un qui a un grand besoin de paix financière, comme moi, si c'est votre cas, voilà, rembourser votre hypothèque, ça va être une bonne chose aussi. Donc, comment et que faire ensuite? Bon, on peut utiliser les privilèges de remboursement anticipé offerts par le prêteur. OK? Même si on a un prêt qui a un terme de 5 ans, on peut rembourser jusqu'à 15 % par année. Souvent, bon, ça dépend du prêteur. Là. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 20 %, mais on peut rembourser ça sans pénalité. Donc, ce qui fait en sorte dans un terme de 5 ans, même si notre prêt est amorti sur 25, techniquement, on peut quasiment le rembourser en 7 ou en 10 ans grâce à ces privilèges de remboursement anticipé sans payer de pénalité. OK? Donc, mais on va quand même s'assurer de mettre un minimum de 15 % de notre revenu brut pour la retraite. T'sais. On ne va pas décider de ne pas mettre dans notre REER pour la retraite pour, au lieu, rembourser notre hypothèque. Non. On va s'assurer un minimum de 15-18 % pour le futur, pour notre indépendance financière. Puis, l'extra qu'on a, si notre hypothèque n'est pas remboursée, on peut l'utiliser pour rembourser l'hypothèque.
Donc ensuite, considérez utiliser une partie de votre hypothèque pour investir dans une opportunité d'investissement rentable. Okay? Utilisez une tranche de prêt séparée pour bien faire la mise à part de l'argent, pour ne pas contaminer votre prêt d'investissement et pouvoir déduire les frais d'intérêt. Donc ça, c'est une mécanique par rapport à la loi de l'impôt. Si on veut déduire les frais d'intérêt, on a le droit, si un prêt a été contracté dans le but de faire un investissement, d'avoir des revenus, on a le droit de déduire les frais d'intérêt. Mais il faut que ce soit séparé. Il faut avoir comme 2 tranches. On ne peut pas le mettre, on ne peut pas juste réemprunter sur une même tranche qui aurait servi, par exemple, à faire des rénovations dans notre maison. Ça ne marche pas. Il faut bien séparer les choses. Ça, c'est la loi de l'impôt qui demande ça. Donc ensuite, s'assurer que vos investissements utilisant la dette sont cash flow positifs. Je ne vais pas emprunter sur ma maison pour faire un projet de construction de chalet. OK? Parce que ça, je l'ai considéré, c'est venu, puis j'en vois des gens qui font ça. Emprunter sur leur maison pour mettre une mise de fonds pour un condo à Cancun. Où est-ce que pendant 2 ans, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas rien. Puis il faut que tu payes ton hypothèque. Hey! Ben non, moi, j'ai fini de payer mon hypothèque. Là. Je peux bien croire que ça, c'est un investissement, mais j'en veux plus de paiement hypothécaire. Donc moi, quand j'emprunte sur mon hypothèque pour des investissements, ben je m'assure que cet investissement-là va rapporter mensuellement plus. On va être cash flow positif. Donc ça, c'est un de mes critères. Puis je pense que c'est un bon critère à respecter pour n'importe qui. Je le recommande. S'assurer aussi que vos investissements utilisant la dette vont permettre de rembourser la dette rapidement. Hein? On ne va pas aller chercher un rendement, là, des peanuts, là, tu sais, aller faire de l'arbitrage là, de taux d'intérêt pour aller chercher 2-3%. Là. Tu ne vas pas rembourser ta dette super rapidement comme ça. Ou assure-toi que vraiment le capital que tu as utilisé va revenir, qu'il y a une date. Tu sais, OK, je vais le sortir pour 1 an puis ça va revenir. Ça, c'est moins pire. Mais un projet de construction, que tu ne sais pas quand est-ce que le projet va être terminé, que ça ne rapporte pas de cash flow, non, je ne suis pas prêt à ça. Ça, pour des projets comme ça, on va utiliser notre argent. Moi, un condo à Cancun, un investissement peut-être qui va rapporter, si je l'ai le 100 000 de côté dans un compte non enregistré, puis que je ne sais pas quoi faire avec, bon, OK, peut-être que là, je vais le mettre. Parce que là, ça ne me coûte rien. J'ai pas d'intérêt à payer. C'est de l'argent que j'ai. Donc, oui, peut-être que le condo, il va peut-être être rentable si c'est un beau projet. Puis, sauf qu'il y a un délai. Il y a un délai du moment que je donne l'argent, puis que je commence à être payé pour mon investissement. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, s'assurer que si on utilise la dette, que l'argent va revenir rapidement. Donc, ça, c'est un autre critère. Ensuite, ben moi, j'ai toujours pensé, je veux limiter ma dette d'investissement par rapport à ma valeur nette. Tu sais, là, présentement, ma dette d'investissement, c'est, je pense, 150 000 sur ma valeur nette de 2 millions. Tu sais, c'est pas si pire. Puis le 150 000, je devrais le récupérer ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, j'aurai à ce moment-là 0% de mon taux d'endettement par rapport à ma valeur nette est très, très faible. Et ça va avec la paix financière. Ça va pour moi avec le risque. Si on emprunte 1 million puis qu'on a 2 millions de valeur nette, c'est-tu correct? Peut-être. Ça dépend dans quoi on a investi. Si on emprunte 2 millions puis qu'on a 2 millions de valeur nette, je suis moins confortable. Là. J'ai comme 100% de ma valeur nette, je l'ai aussi en dette. Fait que je comprends que j'ai peut-être à ce moment-là 4 millions d'actifs parce que j'ai emprunté 2 millions. Fait que j'espère que c'est pour acheter quelque chose qui vaut 2 millions. Donc, en réalité, j'aurais 4 millions d'actifs, 2 millions de dettes puis 2 millions de valeur nette. Mais mon ratio d'endettement, faut voir. Il faut voir avec quoi vous êtes confortable. Moi, je regarde toujours ça dans cette optique-là. Comme je vous dis, je suis presque à 0. Là. Ça, c'était l'étape numéro 5. Après ça, dans le fichier PDF, je vous dis prenez action, écoutez le podcast. Et le podcast, parce que je parle de ça toutes les semaines, ces sujets-là. Puis vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation en indépendance financière. J'en ai déjà parlé ça aussi dans d'autres podcasts. Éventuellement, quand vous êtes rendu, si vous connaissez des gens qui sont rendus à l'étape d'acheter leur maison, vous pouvez très bien me les référer et ça va me faire plaisir de faire le travail
de préapprobation avec eux. On va regarder les tests d'indépendance financière. On va regarder c'est quoi le niveau d'endettement, de capacité d'emprunt, puis avec les tests d'indépendance financière, jusqu'où on devrait aller. Puis on peut discuter de ça. Ça va me faire plaisir. Puis si c'est votre situation que vous voulez refinancer, renouveler, évidemment, puis que vous avez des questions d'hypothèque pour moi, ça va me faire plaisir aussi. OK. Donc, je vous rappelle que si vous voulez télécharger le fichier dont je parle aujourd'hui, c'est le plan en 5 étapes pour obtenir la paix financière, devenir propriétaire, atteindre l'indépendance financière. Vous pouvez aller sur mon site web frédériclacharité.com/5 étapes, donc /5 ETAPES. Vous allez trouver un formulaire, puis vous pourrez télécharger ensuite le PDF à partir de cette page-là. Et c'est tout pour cette semaine. Et sur ce, je vous souhaite un bon plan en 5 étapes et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.